Voilà, on arrive donc à la dernière partie de ce long exposé, donc avec la conclusion. Avant cela, je voudrais préciser que lors de cette dernière partie, je vais reprendre le contenu écrit sur les diapositives et le dicter simplement. Je pense que ça vous permet d'avoir une commodité supplémentaire qui est soit de couper le son et de lire sur votre écran le visionnage de la vidéo, soit de couper l'image et d'avoir uniquement l'écoute auditive de la suite. Alors, juste avant de commencer, je voulais préciser que dans la 12e partie, j'avais simplement omis de vous présenter ce lien sur George Orwell. Évidemment, lors de la présentation de cette vidéo par le biais d'une conférence ou lors d'une présentation sur un débat ou un groupe, j'aurai accès à toutes ces visions intermédiaires qui sont connectées par des liens que je distribue tout au long de mes diapositives PowerPoint en réalité. Voilà. Donc, une fois passée la présentation succincte de George Orwell, que vous pouvez toujours lire plus attentivement par un arrêt sur image, abordons cette conclusion. Donc, en fait, tout l'édifice de cette vision repose sur la nécessité de se poser des bonnes questions, et c'est d'ailleurs le support fondamental au syllogisme paradoxal qui privilégie la qualité de la question à la qualité de la réponse. Les fractures sont devenues trop nombreuses et trop importantes entre les élites oligarchiques et la base de la société pour que le peuple ne ressent pas durement la duperie et la mascarade dont il est victime depuis si longtemps, aussi bien en provenance de la droite qu'en provenance de la gauche. Il a bien compris qu'au-delà de ce simulacre d'alternance politique, il y a juste une alternance de duperie, et que le seul choix étroit et stérile qui s'impose à lui est un choix entre une duperie de droite ou une duperie de gauche. Dès lors, il n'est pas de contribution qui ne vaille la peine d'être apportée, surtout si elle est fondée sur une réaction saine de justesse et de justice. Pour contribuer à la sortie de ce marasme et de cette prison sans issue dans lesquelles se trouve englué le peuple, je vais mettre en avant quelques bonnes questions sélectionnées pour leur impact symbolique et pédagogique. Alors, toute ma démarche depuis plus de 15 ans et depuis la création de mon premier site, leprof.fr, qui était consacré et qui est toujours consacré au soutien scolaire par Skype, aura toujours été d'inviter à se poser les bonnes questions dans une démarche de résolution et jamais de me poser en donneur de leçons de façon idéologique ou doctrinaire. Encore moins évidemment quand il s'agit de distribuer de la pédagogie dans des matières scientifiques. Les bonnes questions, je m'emploie à les trouver sur la base du logos, de l'observation des faits, des liens entre les faits. Et forçons-nous d'être surtout factuels, ça nous permet de sortir de toutes les endoctrinements et les ceintures idéologiques. Les bonnes réponses, c'est à vous de les trouver en fonction de votre parcours personnel, de vos aspirations, de votre origine sociale, religieuse, culturelle, de votre éducation, de votre honnêteté intellectuelle et de votre aptitude logique. Et c'est à moi de faire le maximum pour vous les rendre naturelles et évidentes, à l'aide d'exposés en vidéo, de conférences et des syllogismes paradoxaux par exemple. Alors je rappelle rapidement comment est structuré un syllogisme paradoxal. Évidemment qu'il y aura aussi des exposés entièrement dédiés à cet outil théorique, à ce concept. Pour cela, je vais reprendre les diapositives les plus importantes de ma vision, celles qui structurent mon exposé, posent des socles de réflexion, installent des matrices d'analyse pour les extensions futures. Je vais les assortir à chaque fois des bonnes questions à se poser. Alors vous vous souvenez évidemment, j'avais mis en scène cette pieuvre Clem pour éviter d'énumérer à chaque fois les 4 ismes, capitalisme, libéralisme, européisme, mondialisme. Au terme de cet exposé, tout le monde a parfaitement compris que le déploiement des 4 tentacules de la pieuvre Clem sur le monde est une excellente opération pour une infime minorité de personnes sur la planète. Disons 1 pour 1000 au bas mot, mais je pense plutôt que l'hypothèse est très basse et que la réalité doit plutôt être autour des 10 000 pour 1. Partant de là, je vois déjà 2 bonnes questions à se poser. Une première question sur le taux idéal de défavorisés. Est-ce que nous voulons entretenir et maintenir en place un système qui privilégie une personne et qui en défavorise 999, ou est-ce que nous voulons un système qui défavorise une personne et qui en privilégie 999? Il y a une question qui est induite par tout cet exposé aussi, c'est la question sur la Constitution. Puisque cette Constitution existante,
Elle, elle est née de différents intervenants qui se sont confrontés pour établir des règles, des décrets et des lois. Croyez-vous vraiment que notre Constitution, qui a permis la mise en place, le maintien et l'expansion de ce système, soit vraiment la Constitution écrite pour défendre les intérêts du peuple? Ou est-ce que cette Constitution a été écrite pour confisquer tout pouvoir de contrôle du peuple sur son propre destin et donner les mains libres à tous les usurpateurs et tous les manipulateurs de pouvoir? Alors on pourrait établir comme ça un ensemble de ministres associés à chaque gouvernement successif, hein, aussi bien de droite que de gauche, depuis Giscard d'Estaing. Il se trouve que avant le remaniement ministériel récent, qui a mis en place M. Cazeneuve pour une promotion passant du ministère de l'Intérieur au poste de Premier ministre, on a ici une des diapositives que j'avais mis ensuite dans la première partie, qui permettait justement de bien structurer une matrice d'analyse avec un fossé rouge vraiment entre des ministres et leurs discours lisses politiquement corrects et des catégories socio-professionnelles tout à fait en bas de la pyramide sociale qui vivent dans un désarroi et qui sont encore plus démunis qu'avant et dans des conditions à la fois financières, économiques et sociales qui se sont toujours détériorées. J'avais une question sur le maintien des députés européens et du Parlement européen. Par des milliers de décrets et de lois qui vont être très difficiles à détricoter, nos parlementaires européens, dont la légitimité reste à démontrer, reçoivent des rémunérations indécentes et scandaleuses au regard des résultats et du bénéfice pour les peuples européens. Parmi les éléments de cette rémunération, une indemnité de 7 807 € par mois, plus des jetons de présence, plus des frais généraux, une indemnité mensuelle de 4 299 € et une indemnité annuelle de voyage qui est limitée à 4 243 €. Alors, voulons-nous prendre le camp de la pieuvre Clem et des députés européens qui sont délectes au plus grand mépris des peuples, ou choisir le camp des agriculteurs de la base qui nous nourrissent et qui témoignent travailler 7 jours sur 7 pour cela, la plupart pour un salaire modique inférieur à 1 800 € mensuels, et parfois insuffisant pour couvrir leurs charges, jusqu'aux cas les plus extrêmes qui, se sentant complètement abandonnés dans une voie sans issue, un traquenard tragique, ne pouvant faire face à leurs dettes vis-à-vis des banquiers qui mettent une pression constante pour avoir remboursement de ces créances, choisissent de mettre fin à leur jour. Une catégorie d'agriculteurs français frappés de plein fouet par des déséquilibres réglementaires et qui ne peuvent pas survivre à la loi du marché ultralibérale et ultra-violente qui leur impose une concurrence déloyale. Pendant que nos très chers députés européens touchent leur jeton de présence de 304 € par jour pour réglementer et définir la courbure des bananes, la taille des concombres et l'interdiction des grippins britanniques, chez nous, dans nos campagnes, un suicide tous les 2 jours d'agriculteurs qui ne peuvent plus faire face aux pressions de leurs banquiers. Parmi les événements très récents, on a pu vérifier la concrétisation de la défense des peuples par le Parlement européen. Le Parlement européen, entité supranationale constituée pour aider les peuples, c'est une question qu'on peut se poser. Des mesures d'Athènes toutes récentes en faveur des petites retraites et des îles touchées par la crise migratoire ont entraîné la brusque suspension mercredi 14 décembre, à la demande de l'Allemagne, du léger toilettage de la dette qui lui avait été accordée par la zone euro en échange de réformes. Concernant la dette grecque, voici une dépêche de l'AFP du 14 décembre à 16h56. Athènes hausse des mesures sociales, l'aide de l'UE est aussitôt suspendue. Je voudrais revenir aussi, parmi les éléments exposés dans la partie précédente, de la loi de janvier 73. J'ai parlé dans mon exposé de la loi de janvier 73, véritable racket financier qui a institutionnalisé la mainmise des banques privées et des pouvoirs financiers sur la Banque de France, qui avait autorité jusque-là pour battre monnaie et prêter à l'État à taux zéro. Avez-vous vu un seul de ces ministres de gauche ou de droite dans le mouvement perpétuel droite-gauche depuis 1973 évoquer ou remettre en cause cette loi scélérate mettant la France sous l'asservissement des banquiers et les Français au retour du servage et de l'esclavage financier? Question 6.
Est-ce que vous avez vu des représentants politiques de droite ou de gauche s'élever contre ce décret passé en toute discrétion par le Parlement européen pour que chaque contribuable soit redevable de sa poche en cas de faillite d'une banque, quelles que soient là les raisons et les aventures exotiques? Pas de débat, pas de loi, une simple ordonnance. La directive est passée inaperçue dans le creux de l'été 2015. Si votre banque fait faillite, elle pourra se renflouer en aspirant vos comptes sans plus de façon. C'est un hold-up légal programmé sur vos comptes en cas de nouvelle crise financière. Depuis janvier 2016, le saviez-vous, la possibilité existe pour les banques qui seraient en situation de faillite de pouvoir prélever et se renflouer directement sur vos comptes. Éviter ce risque supposerait d'obtenir l'abrogation de l'ordonnance du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. Cette ordonnance a transposé en droit français des règles européennes applicables à compter du 1er janvier 2016. Est-ce que vous avez vu des représentants politiques de droite ou de gauche s'y opposer ou le manifester lors des réunions et des déclarations en Assemblée nationale? Parmi les diapositives précédentes, j'avais évoqué l'idée d'une piste de réflexion sur un chemin économique optimisé entre la consommation et la production, avec une liste des différentes vertus engendrées par la mise en place d'un éventuel concept de ce type. Parmi les idées forces que je déploierai et qui seront un des maillons de la stratégie que je présenterai dans le premier trimestre 2017, il y a évidemment cette idée de circuit économique optimal, le chemin le plus court entre le producteur, émetteur source, et le consommateur, récepteur destinataire. Je vois cette idée comme une piste possible de cohésion et de conciliation entre la souveraineté économique et la souveraineté politique. Par rapport à cette vision que je vous ai proposée, soyez toujours critique et posez-vous toujours la bonne question. C'est la meilleure façon de trouver les bonnes réponses, non? Qui sont systématiquement les gagnants de la pieuvre Clem? Qui sont systématiquement les perdants de la pieuvre Clem? Vous trouverez tout seul, j'en suis sûr. Une des diapositives qui servira pendant toute la durée du projet, je pense, c'est vraiment cette vision matricielle avec une superposition des deux camps en présence, puisqu'il fallait vraiment établir deux camps si on veut vraiment identifier la nature de la bataille à mener, et cette superposition avec une pyramide structurelle qui représente en fait la hiérarchie sociale. Aussi, il a été important pour moi de bien identifier, c'est quand même le minimum lorsqu'on veut se lancer dans une bataille et qu'on a identifié deux camps, les forces et les faiblesses de chaque camp. Donc c'est une diapositive qui me resservira certainement ou bien dans mes exposés futurs lorsque je vais devoir exposer mes actions et ma stratégie, ou lors de conférences si on m'y convie et si on les organise. Quand je parle de l'étroite connivence entre les médias mainstream et le pouvoir, pour ne pas parler de totale complicité, contentez-vous d'observer quels sont les termes employés volontairement par les médias mainstream pour dénigrer toute tentative de résistance. Exemple. Lors du circuit économique optimal producteur-consommateur en mainstream, comment ça se dit? Ça se dit repli sur soi. Avez-vous remarqué aussi que le mot capitalisme est carrément sorti du langage mainstream? On lui préfère nettement dans la novlangue bien pensante le terme de libéralisme qui contient la racine libère et maintient l'illusion de liberté. Si j'avais un conseil à vous donner, je dirais privilégier toujours l'écoute des témoignages directs de la base à la novlangue équivalente au camouflage politiquement correct pratiqué par nos élites. Ce que je vois comme étant la problématique principale, mon principal problème ne va pas être de convaincre une armée de gladiateurs que je sens déjà tout à fait réceptive, éreintée par la pieuvre Clem, mais va être de les atteindre alors que je n'ai aucun réseau et que je n'appartiens à aucun club, réseau, cercle, centre, parti, etc. Je vais donc devoir prendre mon épée de combattant, aller à la rencontre des experts, intellectuels ou de groupes spontanément constitués, qui sont les relais indispensables qui m'ouvriront les rédactions, les salles de conférences, les réunions, les débats qui me feront atteindre mon public cible et lever cette armée de gladiateurs indispensables dont j'ai besoin pour mener à bien le projet. Il va me falloir coordonner à la fois un travail vertical de rapprochement avec la base et entre les intellectuels et la base, en m'appuyant sur le respect total que j'ai pour les intellectuels positifs, ceux qui font un travail authentique d'investigation et de profondeur, pour atteindre une vérité, et pas les haut-parleurs de la nomenclatura et la base sociétale, qui est le cœur de mon projet.
Un travail horizontal de rapprochement, de resynchronisation et de passerelle entre le peuple de gauche et le peuple de droite. Il ne s'agit pas du tout de sous-évaluer le chemin direct du site jusqu'au gladiateur final, par le jeu très puissant de la propagation virale, de proche en proche, de bouche à oreille, mais il est tout aussi évident que tous les apports et toutes les contributions possibles de la première couronne, relais intellectuel, groupe spontané, aura indéniablement un effet amplificateur et accélérateur. Voici pour schématiser une étape 1, la propagation virale sur les seuls effets de la consultation du site et du fonctionnement pratique et efficace du bouche à oreille pour atteindre le public visé, le seul vrai public destinataire dès la naissance du projet, les gladiateurs de la base. Étape 2, c'est le premier cercle des relais, intellectuels ou toute initiative de groupe, indispensable pour atteindre avec un effet amplificateur et accélérateur le deuxième cercle, celui des gladiateurs de la base. Étape 3, c'est poursuivre et amplifier le travail déjà entrepris par les étapes 1 et 2 pour consolider et ou créer des ponts entre le peuple de gauche et le peuple de droite. L'étape 4, ce sera l'objet de mes prochaines vidéos, mes actions et ma stratégie qui seront implantées dans le site. Et maintenant, avec le chapitre précédent, on a bien vu que j'avais établi cette structure avec justice et justesse qui constituent vraiment les piliers de base de tout l'édifice. Je dois maintenant, en conclusion, clairement identifier et préciser la bataille à venir pour chacun des gladiateurs sur le point de me suivre, par honnêteté envers eux. Bien sûr que cette bataille aura des composantes politiques, religieuses, idéologiques, philosophiques. C'est inévitable et incontournable dans l'universel et encore davantage au regard de notre spécifique bouillonnante et tourmentée histoire de France. Mais en toute première priorité, la bataille à laquelle je vous invite, chers gladiateurs, sera la bataille de la justesse et de la justice. Je n'y consacrerai pas tout ce temps précieux tous les jours, tous les week-ends, si je ne croyais pas que c'est une bataille qui vaut la peine d'être conduite, avec une main ferme et volontaire. Déjà, par le temps que vous me consacrez à me lire et m'écouter, vous vous y êtes investi vous-même et je vous en remercie. Continuons. À vous d'assurer la propagation virale de cette vision juste que je vous propose. Plus nous saurons, plus la bataille de la justesse et de la justice aura des chances de succès. N'oubliez pas, les oligarchies du sommet bénéficiant à plein des retombées directes de la pieuvre Clem, et ne voulant surtout pas que ça cesse, ont tous les moyens. Médias, police, armée, justice, nous avons pour nous le nombre, la décence ordinaire, la cordialité et la loyauté, la recherche de réconciliation et de resynchronisation, le besoin de paix, de justesse et de justice.